Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au pavillon belge de l'exposition universelle de Dubaï où nous avons eu la chance d'assister à cette magnifique conférence sur la contribution de la Belgique à l'exploration spatiale en partenariat avec Sarah Batout, docteur en biologie, et Vladimir Petzer qui est candidat astronaute. Donc deux bonnes personnes pour parler des étoiles. Alors première question, Sarah, est-ce qu'aujourd'hui aller sur Mars, est-ce que c'est encore trop risqué pour l'être humain ou on se dirige quand même vers des solutions concrètes? On travaille en tout cas sur des solutions concrètes. Il y a effectivement des risques, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir déterminer ces risques et de pouvoir, en fonction de ces risques, développer tout ce qu'on appelle des contre-mesures. Pour chacun des risques spécifiques, de développer toutes les technologies, l'apport médicamenteux, tout ce qu'il faut pour éviter ce risque en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est encore risqué, je dirais, d'aller vers Mars. Il y a encore pas mal de recherches qui est nécessaire, mais on avance beaucoup et on avance vite. Et on n'avance pas tout seul, c'est vraiment une aventure humaine, universelle. On n'est pas tout seul en Belgique, la Belgique est très très active, mais il y a aussi l'Europe, il y a la NASA, il y a toute une série d'agences internationales qui sont très efficaces et très actives dans le domaine. Alors, du coup, je me tourne vers Vladimir. Deux questions. Est-ce que de notre vivant, on connaîtra l'homme sur Mars? Et alors, par rapport à ce que vient de dire Sarah, est-ce que ce sera une course, comme ce fut le cas avec la Lune, ou au contraire, cette fois-ci, on va avoir l'intelligence de fusionner toutes les compétences mondiales et est-ce qu'il n'y aura pas une course, mais plutôt vraiment un travail commun pour aller sur Mars? Alors, pour répondre à la première question, je crois que oui. On verra effectivement un premier équipage humain composé d'hommes et de femmes, j'espère à part égale, qui vont se poser sur Mars. Quand, on ne sait pas encore très bien. Moi, j'estime que ce sera d'ici une quinzaine d'années, entre 10 et 20 ans à peu près. Donc, ce sera dans les années 2035, 2040 par là. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que ce ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire une fois, une mission, et puis après, on se rend compte que c'est pas possible, c'est trop cher, ou ça ne va pas, etc. Mais que ce soit quelque chose de continu, qu'il y ait un programme continu de recherche qui continue de volabilité. Ceci dit, il peut très bien se passer que, en fait, ce soit reporté ou remis à cause d'un accident ou d'un événement fortuit. Et donc voilà, la recherche spatiale est quelque chose de très difficile, de coûteux, de dangereux également. Et en fait, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour quitter l'attraction terrestre, pour se séparer de la planète, pour s'éloigner de la Terre. Mais je crois que l'être humain, il a en lui ce désir inné et absolument souverain d'explorer, de chercher, d'aller plus loin. Il ne peut pas s'empêcher de ne pas pouvoir le faire. Si on prend un parallèle, les navigateurs il y a quelques siècles, bien dès que leur bateau leur permettait de s'aventurer un petit peu plus loin, mais ils n'ont pas hésité à naviguer vers l'Est. Et puis en naviguant vers l'Est, les Vikings d'abord et puis Christophe Colomb 4-5 siècles après, mais ils ont découvert un nouveau continent. Ici, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire on a des systèmes spatiaux, des capsules, des vaisseaux spatiaux qui permettent de le faire, et ce besoin, ce désir d'explorer est toujours là. Et je suis sûr qu'on va y aller un jour. Comme disait Sarah, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, à découvrir, pour protéger les équipages en termes de radiation, mais également en termes de résistance aux effets débilitants de l'impesanteur, aux effets psychologiques négatifs, néfastes. Mais je crois que ce sont des choses qu'on peut arriver à combattre et à vaincre. Et ce que j'espère, c'est qu'en fait, on arrive finalement à, non pas directement coloniser la planète Mars, mais à l'explorer du moins. Puisque je suis persuadé en fait que le futur de l'humanité, c'est dans l'espace qui se trouve. Comme disait Konstantin Tsiolkovsky, la Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne reste jamais longtemps dans son berceau. Alors, l'humanité est née il y a quelques millions d'années sur Terre, mais il est temps de quitter le berceau. Alors, une dernière question pour conclure un petit peu cette brève interview. On parle de plus en plus de la terraformation de Mars. Est-ce que c'est réaliste? Pas directement, mais je crois d'ici quelques siècles, une dizaine de siècles, on y arrivera. En fait, Mars a énormément de ressources. C'est une planète toujours vivante, mais qui est moins vivante que la Terre. Mais il y a malgré tout une atmosphère riche en dioxyde de carbone.
Il y a des ressources minérales également en surface. Le régolithe, c'est principalement de l'oxyde de fer, c'est de la rouille, c'est ce qui donne la couleur rouge à la planète. Bon, si on vient avec un peu d'hydrogène, eh bien on peut dissocier le CO2 et faire réagir avec l'hydrogène en forme du méthane, donc du CH4 d'un côté, l'oxygène qui est le gaz dont nous avons besoin, nous, êtres humains, pour respirer. Si on fait réagir avec l'hydrogène, on peut reformer de l'eau. On sait qu'il y a de l'eau également qui existe sous forme de glace sur Mars, à une certaine profondeur, ou dans les calottes polaires, pôle nord, pôle sud. Cette eau, on peut la récupérer également pour consommation humaine. On peut la redissocier éventuellement, refaire de l'oxygène aux côté de l'hydrogène de l'eau. Tout ça, c'est effectivement, on a les carburants, les comburants qu'il faut pour faire ça. En utilisant le régolithe martien, donc l'oxyde de fer, on resépare le tout, on a du fer. Donc les premières constructions, les premiers bâtiments qu'on construira sur Mars seront vraisemblablement en poutre de fer. On va utiliser du fer, éventuellement de l'acier également. Mais il faudra, alors pour parler de terraforming, qu'on puisse augmenter la pression atmosphérique. Et la meilleure manière pour ça, eh bien, ce serait de faire quelque chose qui est mauvais sur Terre, mais qui serait bon sur Mars, c'est-à-dire générer des gaz à effet de serre. Entre autres le méthane, mais également d'autres gaz. Le CO2, il y en a déjà, mais on en remettrait encore plus pour augmenter la pression atmosphérique. À partir du moment où on aurait la pression atmosphérique, suffisamment de pression atmosphérique, on aurait de l'eau liquide qui pourrait de nouveau exister à la surface. Une fois qu'on a l'eau liquide, on pourrait faire pousser des plantes, planter des arbres et les faire pousser. Créer de la photosynthèse. Créer la photosynthèse, et puis à ce moment-là, remplacer progressivement l'atmosphère de dioxyde de carbone par une atmosphère avec de l'oxygène qui soit respirable pour les êtres humains. Donc ce sont des étapes, mais ça ne se fait pas en quelques années, ni en quelques dizaines d'années, ni en quelques siècles. On parle ici sur des dizaines de siècles. Mais je crois que c'est un projet qui est ambitieux pour les humains, et c'est certainement la chose à faire, puisque Mars est la prochaine étape de la conquête spatiale humaine. Sarah et Vladimir, un grand merci. On rappelle que nous devons cette journée dédiée à l'espace à la WEX, et bien évidemment avec tous les intervenants. Si vous voulez en savoir plus sur Mars, je vous invite à découvrir le MOOC Mars, édité aux éditions Oerich. C'est très simple, www.moocmars.org. Si vous voulez aller voir encore un petit peu plus loin vers les exoplanètes, l'équation 37 est parue cette année aussi, que j'ai eu la chance d'écrire en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut d'astrophysique, entre autres. Il y a eu tellement de personnes qui ont servi de belles sources à ce roman. Merci à vous, vive la Belgique, et comme le disait Spock, longue vie et prospérité.